Bonsoir, cher insomniaque. Tu t'es pavané jusqu'ici en quête désespérée de sommeil. Nous allons jouer à un jeu. Tu tiens dans tes mains un enregistrement soporifique qui t'aidera à rejoindre les bras de Morphée. La règle est très simple. Réussiras-tu à te délivrer de cette chaîne ? S'abonner ou dormir, à toi de choisir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Maxence. Tu es comédien. Ouais. Et je te connais depuis maintenant 10 ans. Et c'est fou, hein. 10 ans. Le temps passe très vite. Et en 10 ans, on s'est vu que 3 fois. Ah oui, je t'ai vu la première fois pour ton court-métrage. De Saw, c'est Ouais, ça, voilà. c'est ça. Parce qu'il faut le dire, tu es principalement connu pour avoir fait la voix française de Jigsaw, qui est interprété par Tobin Bell aux États-Unis. Et donc, tu as prêté ta voix à un méchant, un grand méchant. Sur toute la saga, sur les 8 films et peut-être un 9e, mais ça, on ne sait pas encore. Il faut pas spoiler. Non. On va commencer directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu es arrivé à faire du doublage, sachant que, bien sûr, tu es comédien à la base. C'est ça, c'est que je suis comédien, j'ai joué au théâtre et puis sur un spectacle, j'ai travaillé avec un comédien qui faisait du doublage. D'accord. Et qui m'a proposé de venir assister à des plateaux, à des séances de doublage. Et puis, alors je te parle de ça, c'était au temps des dinosaures. C'était fin 80, j'ai dû mettre mes pieds sur un plateau en 87 pour la première fois. T'as commencé avec quoi ? Avec, tu sais, à l'époque, il y avait pas mal de séries Z, tu sais, des films que tu peux retrouver sur des sites comme Nanarland, tu vois. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup à aller voir sur Nanarland, mais j'arrive pas à me trouver. Ah ouais, j'ai retrouvé d'autres potes, dans mais j'aimerais, tu vois, parce que j'en ai fait des merdes. et voilà, donc il y avait beaucoup de boulot. En plus, c'était les débuts de la 5, tu sais, la chaîne de Berlusconi, là, à l'époque. Donc il y avait pas mal de taf, quoi. Et puis voilà, donc premier vrai, je dirais, série intéressante, entre guillemets, voilà, j'ai fait mes premiers cachetons sur MacGyver à l'époque. Ok. Puis petit à petit, tu sais, tu t'installes dans le métier et puis au fur et à mesure, tu commences à faire des films plus intéressants. Est-ce que t'as pensé que du coup le doublage était une nouvelle voie qui pouvait t'intéresser plus ? C'est-à-dire que c'est une cage dorée, quoi. C'est un piège aussi parce que on joue au théâtre et puis le théâtre, tu sais, pas facile, et puis d'un seul coup, tu te rends compte que des fois en doublage, tu peux gagner dans une journée ce que tu avais du mal à gagner en un mois au théâtre. Ouais. Et puis moi, comme ça a démarré très très vite, je me suis laissé un peu prendre à ça. D'accord. Et j'ai beaucoup appris avec le doublage. J'ai vraiment beaucoup appris. Artistiquement, tu veux dire Ouais. En tant qu'acteur, j'ai pas pris ça à la légère. J'ai vraiment fait mon travail de comédien en faisant du doublage. Et je me suis rendu compte que même et même encore maintenant d'ailleurs, avec des comédiens il y a des comédiens où tu te sens plus à l'aise et bien avec. Ouais. Et il y en a, je me rends compte que j'ai fait des progrès grâce à eux. Il y en a un comme ça, c'est Dominic West, comédien anglais et qui, entre autres, est connu pour avoir fait The Wire, McNulty dans The Wire, et puis après plein d'autres séries. Et là, dernièrement, j'ai fait The Affair. Et ce comédien, mais je l'adore, il est génial. Et il me fait faire des progrès. Parce que vraiment, je me laisse aller en tant que comédien. Je fais pas du doublage avec lui. Ouais. Je fais vraiment l'acteur. J'essaie de l'incarner le plus possible, d'être en lui. Et voilà. Tu veux dire qu'il te fait progresser parce qu'il est vraiment différent de ce que tu fais d'habitude ? Non, je sais pas, c'est très bizarre. Non, pas du tout, c'est que c'est un très très bon comédien.
Et je vais être peut-être un peu prétentieux, mais quand je le double, j'ai l'impression de mettre comme tu mettrais des chaussons, tu vois. Je me sens bien avec lui, je me sens confortable, et son émotion et la mienne sont proches. Et souvent, des gens me disent, mais c'est fou, parce qu'on a l'impression que c'est toi, que c'est lui, vous êtes ensemble complètement, quoi. On se ressemble pas physiquement du tout, mais c'est vraiment pour moi l'acteur que je préfère doubler, où je me sens le plus à l'aise. Mais voilà, mais en chacun, si tu veux, je les connais maintenant, tu vois, ça fait des années que je les double, et donc chaque acteur, tu connais leur truc. Et du coup, à l'opposé, quand tu vas découvrir un nouveau comédien, ou quand on va te proposer de faire une voix pour un nouveau personnage, là aujourd'hui, comment est-ce que tu le prends comme un nouvel exercice? T'essaies de t'approprier son émotion, son travail, tu vois, d'être avec lui, mais il y en a où des fois c'est impossible. Et du coup, à ce propos, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu vas regarder ce qui a déjà été fait avec lui? Non, pas du tout. Non. Tu pars vraiment dans une feuille blanche et tu t'appropries le truc, quoi. On nous appelle, t'arrives, tu sais même pas ce que tu vas faire. Tu sais pas si c'est sur un film, sur une série, Alors des fois on me donne un peu plus d'informations, mais bien souvent tu sais pas. T'arrives dans le studio, t'as la bande rythmo, voilà, c'est parti, quoi. T'as le directeur artistique qui te dit, qui t'explique un petit peu la série ou l'épisode et la situation. Mais voilà, tu vois la scène, tu la regardes une fois, si t'as envie de la revoir plusieurs fois, tu peux. Mais et puis tu fonces, quoi. Et ça t'est déjà arrivé que tu l'aies pas senti? Complètement. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Tu le dis direct? Non, tu fais ton boulot. T'as pas le choix. Non, mais c'est un boulot d'acteur, donc t'essaies de trouver pourquoi ça marche pas. Et ce qui pourrait... il y a quelque temps, j'étais sur une telenovela. Tu sais, ces séries... là, elle était colombienne, tu vois. L'espèce de soap. Et là, non, c'était, entre guillemets, un peu plus de qualité. Mais le comédien que j'avais à doubler, mais qu'en fait des caisses, quoi. Mais des caisses où tu sais pas. Tu sais pas comment faire, quoi. T'essaies de matcher l'énergie et en même temps... T'essaies de rester sincère en étant dans son énergie, mais lui, il joue mal, donc t'essaies de ne pas jouer mal non plus, tu vois, tu sais pas. Et j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai trouvé le truc. C'est-à-dire que le mec, il en faisait des caisses, des jets, il jouait tout avec les bras, les mains, les trucs. Et ben j'ai fait pareil. Ouais, c'est ça, il faut se mettre dans la peau de ce qui se passe à l'image. Et d'un seul coup, en jouant avec mes bras, tout ça, sans trop bouger du micro quand même, tu vois, et ben j'ai réussi à trouver le truc, et ça y est, ça marchait. Donc voilà, faut trouver des trucs. On va un peu quitter le doublage, mais pas vraiment. Quel est ton rapport avec la voix en général? Je parle dans la vie de tous les jours. Par exemple, la radio, un peu comme là, est-ce que t'aimes bien écouter FIP le soir pour avoir des voix? Non, franchement. Non, j'écoute la radio, bien sûr. S'il y a des voix sur France Inter, il y a un mec, j'adore sa voix. Et je m'amuse des fois à l'imiter, c'est Fabrice Drouel. D'accord. Fabrice Drouel, il a une voix très posée, je te la ferai écouter. D'accord, ok. Et j'adore ce mec, il en fait un petit peu, tu vois, avec sa voix, il est comme ça, c'est une espèce de... Mais il te berce, il te raconte des affaires sensibles, voilà l'émission sur France Inter. J'écoute la radio pour des émissions qui m'intéressent, pour les infos, pour tout ça, mais je cherche pas la voix. À part lui, tu vois, il y a... déjà, tu vois, il y a quand même il y en a un, et je le trouve vachement bien, j'adore. Moi, je pensais au film... alors, c'est une comédie française qui s'appelle Radio Star, qui est sortie il y a moins de 10 ans, avec Clovis Cornillac et un peu toute sa clique. Mais en gros, il y a vraiment ce culte. Il y a Manu Payet dedans aussi. Je crois que je l'avais vu, je me souviens plus, mais je vois ce que tu dis. Il y a vraiment ce culte de la voix avec des gros plans sur les grilles du micro en aluminium et la bouche qui arrive sur fond noir avec un petit contre-jour éblouissant. Et c'est un peu l'ambiance que j'essaie de recréer ici. Et ce film m'avait vraiment fait aimer... alors pas ma propre voix, moi dans mes vidéos j'utilise ma voix, mais quand je la monte sur l'ordinateur c'est horrible, hein. J'essaie de faire abstraction. C'est pour ça que j'utilise les micros
qui t'améliore un peu les basses dans le timbre de voix et tout. Toi, je t'ai mis un micro assez neutre parce que du coup, t'as déjà une voix nickel. Merci. Tu vois, j'ai essayé de choisir juste les micros, déjà, c'était tout un bazar. Moi, au départ, quand j'ai commencé le doublage, je détestais ma voix, même avant. C'est-à-dire simplement, tu sais, à l'époque, on avait des répondeurs, tu vois, téléphoniques. Oui, tu t'entendais ta propre voix. Et quand j'enregistrais ma voix sur le répondeur, tu vois, sur la cassette, c'était insupportable. Je détestais ma voix. C'était en plus, bon, c'était pas d'une grande qualité. Et au début, quand j'ai commencé le doublage, mais il faut que tu t'habitues parce que le fait quand on parle normalement et ensuite s'entendre, tu vois, voilà. Et puis là, j'ai un micro, j'ai un casque. Ça n'a rien à voir avec la voix qu'on a dans la vraie vie. Alors que si, mais pour les autres, pas pour soi. Parce que là, t'as toutes les vibrations de ton corps et tout, qui te rajoutent un peu. C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, cette voix, tu l'as depuis que t'as 12 ans ou comment ça se fait? C'est rigolo parce que j'ai retrouvé il y a une dizaine d'années, un copain de lycée. Ouais. On s'est retrouvés par hasard grâce à Facebook. Et puis un jour, il est venu dîner à la maison et je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais est-ce que j'avais cette voix au lycée ? Il me dit, bah ouais. Et moi, j'en ai pas conscience, tu vois, parce que je l'utilisais pas, ma voix. C'était ma voix juste pour communiquer dans la vraie vie, comme on fait tous, quoi. Mais donc oui, paraît-il. Alors, peut-être pas à 12 ans non plus, mais... ça, c'était pour la blague. Mais voilà, mais en tous les cas, a priori, à 18-20 ans, oui, j'avais cette voix. Bien sûr, plus légère, la voix vieillit aussi. Là, tu vois, par exemple, c'est rigolo parce que j'ai arrêté de fumer. Il y a longtemps ? Pendant le confinement, tiens. Ok. Tu vois, et du coup, ça a changé au niveau de la voix. C'est bizarre. Alors, je sais pas, les gens avec qui je bosse me disent que non, ma voix n'a pas changé. Mais moi, je la maîtrise plus de la même manière. En mieux ? Non, en moins bien. Ah. C'est-à-dire que par moment... T'es plus habitué, en fait. Voilà, je trouve qu'elle se voile, Alors, ça va mieux, si tu veux. Par exemple, là, j'ai travaillé, là, c'était... je suis plus dernièrement sur une série où on voit le personnage il y a 15 ans de différence entre plusieurs scènes. Ouais. Donc, et de moi-même, non, c'est pas moi qui choisis, c'est presque ma voix qui se laisse aller et qui s'adapte au personnage. Et par moments, tu vois, j'avais celle-là, et puis quand il était plus jeune, d'un seul coup, elle s'est... Un peu plus aiguë. Plus allégée, tu vois. Ouais, mais quand j'ai commencé à arrêter de fumer, là, c'était compliqué par moments. Les cordes vocales s'irritaient plus vite. Parce que je pense que, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a, tu sais, une espèce de graillon qui se met quand tu fumes, tu vois, sur les cordes vocales. Et là, j'en avais plus. Bien. Donc, dès que je portais ma voix, dès que j'avais des scènes où il fallait crier, j'avais les cordes vocales super irritées. C'était désagréable. Une grosse pub pour la cigarette. Ah ouais, non, arrêtez de fumer. Hein, non, je suis très content. Ça me donne pas envie de recommencer. Non. Mais je pense que c'est peut-être... Faut se réhabituer, peut-être que tes cordes vocales redécouvrent. Ah mais c'est clair, mais c'est ce que plein de gens m'ont dit. Ils m'ont dit, tu sais, il faut je suis pas un spécialiste, moi, mais... non, mais c'est... Et du coup, ça va mener justement à une question que j'avais prévue. Est-ce que tu prends soin de ta voix pour le travail ? Parce qu'il y a des chanteurs, tu vois, qui prennent des trucs, même de, comment ça s'appelle ça ? L'homéopathie, des choses avant les concerts et tout. Non. Rien de tout ça. Pas de miel avant le... Non. Et si tu tombes malade, l'alcool, la clope et la drogue, quoi, c'est tout ce qu'il faut de bien pour... Tout ce qui va là pour... non. Ça dépend peut-être des voix, alors. Je plaisante, non, j'en prends pas soin, mais... Est-ce qu'il y a des... Enfin, quel type de voix, enfin plutôt le type de personnage, tu préfères interpréter ? Par exemple, des méchants en mode Saw, ou est-ce qu'il y a vraiment un profil de personnage, un archétype ? Ouais, mais justement, tu vois, on en revient à ce que je viens de dire, c'est pas à moi de savoir ce que... Parce que si je devais faire que ce que j'aime, au bout d'un moment, je me ferais chier. Oui, mais alors qu'est-ce... Voilà, c'est parce que tu tombes dans un ronron et ça n'a aucun intérêt. Non, ce qui m'intéresse, c'est de voir les DA qui m'appellent, ils pensent à moi pour certaines choses. En général, c'est vrai que c'est souvent des mecs barrés, quoi. Oui, beaucoup.
Mais il y en a aussi un autre acteur, Neil McDonough, un acteur, un visage très particulier, blond décoloré avec des yeux bleus, que je double depuis Band of Brothers. Et qui a été dans la saison 5 de Desperate Housewives. Ouais. Et ce mec, mais il joue toujours des mecs barrés, quoi. Alcoolique, psychopathe. Enfin, il a toujours un pet au casque. Et c'est rigolo. Et souvent, on met sur des mecs comme ça, quoi. Et tu commences à en avoir un... Ah, pas du tout. Du tout. Parce que c'est plus intéressant que de jouer le beau gosse amoureux et le héros insipide. C'est un autre... tu t'endors, tu vois, j'ai ronflé même en te le disant. Je pense qu'on a un point commun d'aimer un petit peu tous les méchants psychopathes. T'as plus de trucs à aller chercher. Et puis ce qui est intéressant, c'est justement de chercher, de le faire sans tomber dans la caricature. Tu vois, d'être sincère, de faire le méchant. C'est encore plus flippant d'ailleurs quand on reste calme. Voilà, exactement. Parce que après, t'en fais des caisses et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est ça que j'aime bien faire. Et puis c'est ce qu'on me propose souvent. Donc c'est chouette. Est-ce que t'as une anecdote ou ta meilleure expérience peut-être à nous raconter avec du doublage Dernièrement, il y a un truc rigolo. C'est un peu improbable d'ailleurs. J'ai passé des essais pour doubler quelqu'un de très très connu, très important, qui n'est pas un comédien. D'accord. Et d'ailleurs, c'était très secret, on n'avait pas le droit de le dire. Mais pour un projet audiovisuel ? Projet, oui, sur des documentaires. D'accord. Et je crois ça. Je peux le dire, c'est Barack Obama. Ok. Et le truc improbable, c'est que j'ai été choisi par Michelle Obama. Ah, c'est marrant. C'est rigolo. Donc Michelle Obama a entendu ma voix. Et a dit, mais je veux ce mec-là pour doubler. Alors, voilà une anecdote. J'ai demandé au DA de m'envoyer le mail d'ailleurs. Ouais. Et elle disait pas Barack Obama, elle disait monsieur. Qu'elle voulait ma voix pour doubler monsieur. D'accord, il y a toujours ces petites... Tu vois, des petits trucs rigolos, mais j'ai plein de trucs, mais ça me revient pas comme ça. C'est pas des anecdotes, mais c'est le plaisir un peu de gamin, tu vois, de te dire j'ai participé à des sagas comme Star Wars. Justement, j'allais y venir sur Star Wars. Est-ce qu'on peut dire que tu as doublé des millions de gens en même temps? Oui, puisque tu as fait Jango Fett qui se retrouve à tous les clones de Star Wars. Après, tous les clones, alors, sur les films, après. Je l'ai pas fait sur les dessins animés, sur les trucs, parce que... Mais tu as quand même doublé plusieurs millions de clones. Enfin, il était sur l'attaque des clones, j'ai fait Jango Fett. Et sur le suivant, je crois que c'est je sais plus. Le troisième, La Revanche du Sith. Ouais, La Revanche des Sith, voilà. Où je faisais le commandant Cody. Voilà, parce que c'est... c'est-à-dire, dès qu'on voyait un clone avec la tête de Django, c'était moi. Mais forcément. Après, tous les autres clones étaient faits certainement dans les ambiances. Oui. Voilà, donc mais dès qu'il y avait un clone qui parlait, un clone qui parlait avec la tronche de Cody, c'était moi. Donc oui, ça c'est drôle, tu vois. Des sagas comme ça, comme Wolverine aussi, où j'en ai fait 2. Là, dernièrement, c'est pareil, il y a un comédien que je double qui s'appelle Ty Diggs, qui a joué dans Ali McBeal, dans plein de séries que je double actuellement sur une série qui s'appelle All American. Et là, je ne l'ai pas doublé en tant que comédien, mais en tant que juste personne. D'accord. Parce qu'il intervient dans le Muppet Show. Ok. Et moi, quand j'étais gamin, je faisais même pas de doublage, j'étais môme. Le Muppet Show, je sais même pas si ça te parle. Si, bien sûr, je regardais. Voilà, tu vois. Et donc, tu as toujours des comédiens connus qui sont invités. Okay. C'était un peu glauque, moi, à mon époque, parce que j'étais petit, mais je savais pas qu'ils prenaient des comédiens connus. Si, tu avais toujours un comédien, tu vois, avec les marionnettes. Et donc, là, ce comédien est intervenu dans des émissions des Muppets. Et pour moi, voilà, c'est rigolo parce que tu te dis, merde, c'est une émission que je regardais quand j'étais môme, d'une certaine manière, maintenant j'y participe, bon, par ma voix, bien sûr, c'est pas moi directement, mais tu participes à des trucs de gamin, quoi. Et c'est ça qui est rigolo dans ce métier, c'est de faire des trucs, déjà que
que tu jouerais pas si en tournant ou au théâtre. On me file des trucs que je ferais jamais au théâtre ou au cinéma ou à la télé. Alors qu'en doublage, tu fais des choses improbables, quoi. C'est rigolo. Il est marrant, ce métier. D'ailleurs, à propos de ce rêve un peu de gosse, de se retrouver dans les trucs qui nous ont bercé un peu. Bon, alors moi, c'était pas trop enfant, mais avec toi, quand t'es venu du coup sur mon court-métrage pour faire la VF de Jigsaw, ben moi-même, c'était un peu ce que toi, tu racontes avec les Muppets. C'est que moi, j'étais devenu fan de la saga Saw. Et quand j'ai voulu faire mon fan-film de Saw, j'avais le fameux enregistrement avec le petit magnétophone, et je me suis dit pourquoi je prendrais pas la VF de Jigsaw directement, quoi. Donc j'étais cherché sur internet, j'étais trouvé, et après voilà, on est là 10 ans plus tard, voilà, à se parler. Je suis ta Kermit la grenouille. Exactement. Non, mais j'aime bien faire ça parce qu'il y a moi j'aime j'allais dire les jeunes, je veux pas jouer les vieux cons, mais qui ont des projets, qui ont des désirs comme ça. Et donc à chaque fois qu'on m'a proposé de faire des choses comme ça, j'ai toujours accepté. Ok, c'est super gentil de ta part en tout cas. On va passer à une autre grosse partie maintenant sur l'ASMR du coup. Alors, je vais commencer par te demander, est-ce que tu connais l'ASMR ? Oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu des vidéos. Comment est-ce que tu en as entendu parler d'abord ? Je sais pas la première fois comment c'est venu, je sais plus, j'ai vu une nana comme ça qui faisait une espèce de petit bruit de bouche, tu vois, devant le micro. Mais est-ce que c'était à la télé ou sur internet ? J'ai dû tomber dessus sur internet ou sur Facebook certainement, ouais. Et je t'avoue que je trouvais ça très très énervant. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, les médias ne font que retransmettre les trucs les plus... soit les plus bizarres, soit... Voilà, je déteste les bruits de bouche, je déteste, tu vois, et puis là, je peux t'en faire, là, je peux énerver tous tes abonnés. Je les enlèverai au montage. Même celui que tu viens de faire, peut-être. Mais non, les bruits de bouche, c'est 1% de ce qu'on fait dans l'ASMR. Ou je sais pas, il y en a qui te prennent un papier, ou je sais pas, qui font... Bon alors, l'ASMR... mais alors après, faisons du bruitage, quoi, c'est ça. C'est un peu ce qui se passe, en fait. Mais à la base, donc je vais t'expliquer un petit peu. Le terme ASMR, qui sont des initiales pour Autonomous Sensory Meridian Response... Je l'ai regardé avant de venir. Ah, super. Il a fait ses devoirs. C'est vraiment le frisson du spectateur, tu vois, du sujet. Et c'est un truc qu'on ressent à la base avec des expériences de la vie réelle, tu vois. Et nous, ce qu'on fait en vidéo ASMR, on ne fait que reproduire en fait ces expériences sans la pollution sonore, sans les gens autour, plus longuement. Par exemple, un simple son d'écriture sur le papier qu'on peut aimer dans n'importe quelle situation, là on va le faire pendant 30 minutes, sans bruit de fond, etc. Et c'est vraiment pour les gens qui apprécient ce son-là. C'est chelou. Mais alors, là on est au début de la conversation, tu trouves ça chelou, et tout à l'heure tu vas dire « Ah ok, en fait, normalement peut-être ». Et donc, bien me le vendre. On va y arriver. L'ASMR, ce frisson, donc c'est pas n'importe quel frisson. Par exemple, il y a le frisson musical que t'as peut-être déjà eu la chair de poule en écoutant un morceau de musique classique. Ça, c'est un autre truc qui n'est pas de l'ASMR. L'ASMR, ça va être par exemple, alors là, je vais essayer de trouver chez toi ce qui peut-être a déjà déclenché ton ASMR avant. Quand tu vas chez le coiffeur, simplement, est-ce que non, tu t'es pas détendu un peu comme un massage Si, on me fait un massage, oui, mais pas par un bruit. Mais pas avec le bruit des ciseaux, enfin le son des ciseaux, etc. Ok. Là, tu me dis par le bruit, mais l'ASMR, ça peut être déclenché par les 5 sens. Donc, là, on parle du son, parce qu'en vidéo, on a l'image et le son, évidemment. Mais ça peut être l'odorat, le goût, comme la Madeleine de Proust. C'est carrément une expérience ASMR, parce qu'il se remémore un goût qu'il a... super bien aimé dans son effectivement, enfance. j'ai pu vivre des choses comme ça, mais voilà, ce sera plus une odeur d'un seul coup, et tu te dis, tiens, cette odeur me fait penser à quelque chose. Tu trouves ou tu trouves pas, mais souvent ça peut m'arriver, ça, oui. Donc là, on est vraiment dans le souvenir, mais après l'ASMR, on va pas à chaque fois se remémorer pourquoi. Est-ce que
Là, les gens qui vont peut-être écouter cette vidéo qu'on est en train de tourner, ils n'ont pas entendu ta voix avant, et pourtant ça va quand même leur déclencher leur ASMR parce que on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il y a eu des expériences scientifiques qui ont juste prouvé l'existence de ce frisson, mais on ne sait pas du tout comment le déclencher à coup sûr chez les gens. Donc on fait toutes sortes de sons pour que ça plaise à tout le monde en fait. Donc moi par exemple je vais faire du tournage de page, juste le son de tourner du papier un peu ancien, tu vois, qui craquelle, ce genre de son. Je vais donner un autre exemple, tiens. Mais moi ça va être plus dans les odeurs. D'accord. Tu parlais de papier par exemple, c'est les odeurs de vieux papier, j'adore ça. C'est les odeurs de cave. Ouais, je vois. Peut-être parce que tu vois, t'allais chez tes grands-parents, je sais pas. C'était le moment où tu partais un peu en mode chasse au trésor et tu visitais les pièces de la maison. Et voilà, il y a ce film Amélie Poulain que t'as sûrement vu. Je l'ai revu dernièrement d'ailleurs. Oui, en plus il est sur Netflix, c'est peut-être pour ça, non? Non, il est passé à la télé. Tout simplement. Tout le monde est en train de le rediffuser. Ah, mais j'adore, c'est charmant. Et au début, quand on te présente le personnage d'Amélie, on te parle de ses tout petits plaisirs. C'est ça. C'est exactement la ASMR. Donc par exemple, plonger la main dans un sac de grains, là ça va être par le toucher. Briser la croûte de la crème brûlée avec la petite cuillère. C'est à la fois le son du craquellement, un peu comme craquer, je sais pas, un Magnum ou la glace sur un lac. J'ai déjà enregistré des sons de banquise que je craque sur un lac, et ça, les gens, ça nous fait déclencher la ASMR en fait. Donc, pour l'instant, est-ce que tu trouves ça moins chelou déjà? C'est moins chelou parce que moi je m'y retrouve plus, je te dis, c'est dans les sons, dans les odeurs, pardon. Dans les odeurs. Mais effectivement, c'est-à-dire que pour les sons, il faut presque plus. Les odeurs viennent à toi. Les sons, je dirais qu'il faut presque aller les chercher. Oui, parce qu'on a une oreille sélective. Voilà, pour entendre ça, j'aurais plutôt tendance à fermer les yeux et à m'installer pour écouter. Tu vois. Ouais. L'écoute, c'est quelque chose de... Voilà, faut un peu plus s'installer. L'odeur vient, je dirais... Bon, t'as les bruits désagréables qui t'agressent, bien sûr. Mais ouais, je vais être plus... Et puis depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai un odorat et un goût que j'ai retrouvé aussi, c'est peut-être ça. Mais effectivement, non, c'est moins chelou, t'avais raison. Et non, tout à l'heure, je vais peut-être retrouver des sons qui maintenant que je t'ai un petit peu aiguillé sur le truc, tu vas faire peut-être plus attention et tout. Si, j'adore le crépitement d'un feu de bois. Ouais, ça c'est assez universel. Voilà. Et ça, je pourrais passer des heures comme... tu vois, devant un feu à le regarder, parce que ça change tout le temps, la couleur, les bûches qui bougent et le crépitement. Alors voilà, on est sur un truc. On y arrive. Dans les sons les plus universels, on va dire, il y a effectivement le feu de cheminée, le feu de camp qui crépite. Ça, j'en ai fait toutes les versions possibles, en bruitage, avec des objets aussi dans des vraies cheminées, etc. Il y a le son de la mer, parce que les vagues en fait sont similaires à un rythme de respiration assez lent qui endort, tu vois. Marcher sur des feuilles mortes aussi. Ouais. Des petits craquements de bois. D'automne. Marcher sur la feuille morte ou les coups de pied dans les feuilles mortes aussi, c'est un autre son. Ouais. Là, c'est un peu Madeleine de Proust. Ça y est, tu m'y amènes. Après, tu vois, il y a tellement de choses en fait. Moi, j'ai pas fini, j'ai fait 400 vidéos. J'ai peut-être fait 1% de tout ce qui est faisable en ASMR, parce que il y a forcément une personne qui va apprécier ce type de son. Donc voilà, je fais des vidéos où je parle, des vidéos où je parle pas, pour juste se concentrer sur les objets. Par exemple, des vidéos de puzzle en bois, tu sais, comme les tangrammes, tu vois. Mais juste le son des cliquetis, des pièces en bois, en mode, ça rappelle un peu les jeux de société, l'enfance. J'ai 1000 exemples à te proposer, mais voilà, le son des cartes, par exemple, les cartes à jouer qui se claquent un peu entre elles ou qui se frottent. Quand tu les distribues, ça fait... Il y a aussi, donc là on est sur des choses assez hasardeuses, on va dire. Il y a aussi des choses en ASMR qui peuvent nous faire ce qu'on appelle les tingles. Donc c'est le nom des frissons, ça veut dire chatouillement en anglais.
ce sont les attentions personnelles. Ou voir quelqu'un réaliser une tâche avec expertise. Et le simple fait d'en être spectateur, en fait, va un peu nous déclencher notre ASMR. Donc, par exemple, là, je te reprends l'exemple des cartes. Tu vois les croupiers au blackjack qui font leurs gestes, qui connaissent au millimètre parce qu'ils le font pendant des heures, toute la journée au casino. Avec le son des cartes, c'est toujours dans des ambiances feutrées un peu pour mettre le client, je sais pas, le joueur dans un état de bien-être, quoi, parce que les casinos, voilà, faut que ça aille cool. Donc t'as toujours ce croupier ou cette croupière qui te fait clac, et t'as le son elles font claquer les cartes un peu exprès. Ouais, qui sortent du, je sais pas comment on appelle ça, le mélangeur, le truc où on sort les cartes là. Mais tu vois, elles font exprès de faire un clac, ça, etc. Et ça te met un peu en transe. Par exemple, tu vois, la cérémonie du thé. Oui. C'est carrément un truc. Simplement le fait que ça dure 20 minutes déjà. Mais dans la méthode, tu vois, le thé à la menthe ou je sais pas comment on appelle ça, c'est quand ils montent la théière très très haut et pour aérer le thé quand il retombe dans le verre, ce bruit là, j'adore. Mais même, tu vois, t'as l'entrechoquement des tasses, le fait qu'il y ait genre 15 000 tasses chacune pour réchauffer l'autre et elles se vident dans les autres, etc. C'est un espèce de processus c'est inventé, mais ça fait partie des traditions au Japon, je sais pas. Mais c'est tout un truc, quand nous on en est spectateur, on est un peu hypnotisé en fait. Oui, complètement. Voilà, le craquement du vinyle, j'avais noté ça. Ah ouais? Non, tu vois le petit crépitement. Si, effectivement, quand on parle maintenant, des souvenirs qui peuvent me revenir là-dessus, ouais. Surtout que j'avais acheté sur une brocante, j'ai acheté un vieux Tépaz, tu sais, Non, je vois pas. Tu connais pas? C'est le tourne-disque des années 50-60. Ok. Et j'en ai acheté un à ma fille, donc là, vraiment, t'as le truc, t'as le bras du truc pour lancer le disque, et là, t'as vraiment le crépitement du disque, et le bruit du bras que tu recules pour lancer le fer. Tu sais, je te montrerai une photo, c'est comme une boîte, tu ouvres le couvercle, dans le couvercle, tu as le haut-parleur, et puis ensuite, tu poses ton disque, et 45 tours, 78 tours et 33 tours. Je ne sais pas s'il y a le 78 quand même là-dessus. Mais il devait y avoir au moins 45 tours. C'était surtout, je pense, fait pour les 45 tours. Et c'est un objet mythique, le Tépaz. Souvent, les objets anciens sont plus propices à ce genre d'expérience. Ouais. Moi, dans mes vidéos, j'évite un peu la technologie. C'est-à-dire quand je vais créer un personnage, donc oui, on parlait de l'ASMR avec les bruits de bouche, mais du coup moi ce que je fais c'est des vidéos beaucoup plus fiction, avec des personnages dans des vrais décors. Là le tapis qui reste c'est le tapis d'un personnage de vendeuse de thé. Donc t'imagines tout le reste, je te montrerai une photo. Pas de téléphone portable, mais on a le petit téléphone à cadran qui fait... ça. Tu sais que je l'avais installé parce que je trouve que tout ce qui est numérique maintenant, je veux dire, c'est froid, quoi. Justement, t'as pu c'est silencieux, en fait. Voilà, c'est ça. T'as pu ces sons parasites, mais qui existent, comme tu parles du vieux téléphone. Et moi, j'avais trouvé une appli pour mettre sur mon iPhone, une appli de téléphone à cadran. C'est-à-dire que quand j'appelais, je faisais sur l'écran de mon truc, c'était un téléphone à cadran et ça faisait le bruit du téléphone à cadran, tu vois. Comme les très vieux films où t'avais, tu sais, la bande, c'est pas une bande magnétique, mais le film, quoi. La pellicule, pardon. Était au bout d'un moment, vieillissait, et puis tu vois déjà l'image, tu voyais des petits cheveux et tout, des trucs et machin, et puis t'entendais un petit peu, tu vois, une espèce de bruit comme ça, et c'est vrai que je trouve que maintenant tout est aseptisé, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc tu m'y amènes, finalement. T'as réussi. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que moi j'aime bien, comme tu vois, j'ai fait des études de cinéma et je viens plus de cette ambiance-là que de la vidéo YouTube pure dans sa chambre. Moi j'ai tendance à aseptiser. D'ailleurs, tu vois, on a fait
On a fait un bruit de fond tout à l'heure pour enlever le peu de bruit de fond qu'il devrait y avoir. Mais c'est pas le truc que moi-même, en tant que spectateur, je vais écouter, en fait. Je préfère les vidéos faites avec de la vie. À la limite, c'est un scooter qui passe au loin, tu vois. Mais quand il y a un bruit de fond, même une clim ou un ventilateur, un truc qui tourne, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, c'est un peu comme du bruit blanc, tu vois. Ça t'hypnotise un peu. Alors que moi, j'ai tendance à virer tous les bruits de fond pour avoir peut-être les sons que j'enregistre les plus propres possibles, mais c'est pas ce que j'écouterais moi en tant que spectateur. Je préfère, tu vois, je tourne avec une caméra 4K machin. Pourtant moi je regarde des vidéos que les gens tournent avec leur téléphone, mais des fois tu vois c'est accidentel, mais ils touchent leur téléphone et pendant qu'ils filment ça fait des bruits de micros qui sont autour et je suis en mode c'est parfait ça. Alors que ça, moi dans mes propres vidéos je le supprime. Tu le supprimes, c'est marrant. Parce que il y a une différence entre le contenu que je veux proposer avec une certaine qualité, etc. et ce que moi-même j'écoute qui n'a rien à voir. C'est deux standards complètement différents. Un pain qui croustille ici, oui ça j'aime bien. C'est bien parce que ça. Quand je vais à la boulangerie, je demande toujours à avoir un pain bien doré et tout, et qui croustille. Et quand je l'ai dans les mains, je le fais croustiller. Et ça, c'est un grand kiff. Tu te fais ta propre petite séance d'ASMR. Ouais. Et en plus, il y a l'odeur du pain bien chaud. L'odeur du pain bien chaud et le pain qui croustille. Okay. Ah, ça, c'est chouette. Ça, j'adore. J'adore, et souvent, et ça, je m'en veux, mais des fois, je gâche du pain. Parce que, en plus, j'ai une très bonne boulangerie à côté de chez moi et le lendemain, tu vois, il suffirait de le repasser un petit peu au four ou machin. Non, il faut que j'aille rechercher ma baguette tradition pour qu'il soit le pain bien chaud. Pareil, sinon, le pain grillé, quoi. Alors, pour l'odeur, et puis pareil, le croustillant quand tu le croques, croquer du pain, une tartine de pain grillé. Tu vois, on va en trouver des... Tu vois, on en trouve des trucs. Donc c'est moins chelou maintenant. Là. C'est moins chelou, non mais t'as raison. Et nous, en fait, dans l'ASMR, on encapsule vraiment tous ces trucs-là pour en profiter un maximum. Quoi. Est-ce que t'as deux petites questions qui n'ont pas trop à voir, mais est-ce que t'avais déjà, par hasard, testé l'hypnose une fois dans ta vie ou la méditation guidée? Si, je crois, mais tu sais, c'était dans des... truc de, je dirais pas de cirque, mais presque. Je me souviens quand j'étais ado, j'allais beaucoup me balader à Beaubourg. Et à Beaubourg, sur le parvis, t'avais plein d'artistes comme ça, tu vois, des magiciens, des hypnotiseurs, des jongleurs. Et je crois que j'avais tenté le coup de l'hypnose une fois, mais voilà, sous le côté cabaret un petit peu. Tu vois, c'était en plein public, en mode spectacle. Ça n'avait rien donné. Mais justement, avant de réussir par moi-même à arrêter de fumer, j'avais pensé à l'hypnose pour essayer d'arrêter de fumer. Donc là, c'est plus en cabinet, un truc vraiment individuel, quoi. Oui, voilà. Alors, je sais pas après comment ça se passe. Et puis, il y en a pour qui ça marche et d'autres non. Et puis, finalement, j'avais même pris rendez-vous à l'hôpital, tu vois, pour arrêter de fumer. Et puis, finalement, je l'ai fait tout seul pendant le confinement, en plus, qui c'est un peu bizarre. C'était une vraie introspection, ce confinement. Mais je sais pas ce qui s'est passé les 15 premiers jours, mais j'arrêtais pas. C'était clope sur clope. Et au bout de 15 jours, tabac fermé. J'avais pas envie de faire la queue. À la fois au supermarché et puis au tabac, et donc d'un coup j'ai dit allez, on tente le coup, et puis voilà, ça fait 5 mois. Tant mieux. Je suis ravi, qu'est-ce que je suis content de m'être débarrassé de ça. Sur la méditation. Oui, méditation guidée. J'avais envie d'aborder ça parce que tu m'avais parlé de ça, et moi il y a une voix, parce que j'ai essayé la méditation. J'ai pas... de quelle manière? Parce qu'il y a 1000 formes. La pleine conscience. Et c'est surtout un mec qui m'a amené à ça. Et c'est dommage, il faudrait que je m'y remette, parce que c'est vraiment un truc vraiment intéressant. Et j'ai pas... T'as creusé le... Voilà, il faudrait que je m'y installe un petit peu plus. Mais c'est Christophe André, qui est psychiatre et qui fait de la méditation. Et il a une voix... Ah là là. Et j'avais acheté son livre, et avec le livre, il y a un CD que j'avais téléchargé sur mon portable. Et c'est un vrai bonheur, quoi.
parce qu'il t'emmène, il a une voix douce comme ça, et vraiment, c'est presque de l'hypnose, quoi, à l'écouter, tu vois, c'est ça, quoi, donc ça, ouais, ça, il faudrait que je m'y remette. Ça, ouais. Mais est-ce que tu te rends compte que toi-même, avec ta voix, tu pourrais faire des hypnoses pour les gens Je sais pas, mais peut-être, mais c'est pas le but, lui non plus, c'est pas... Lui, il est avant tout, il parle avant tout de méditation, et puis après, sa voix fait que... Et donc, voilà, tu suis sa voix, tu suis ses conseils, et... Pour dormir ou en pleine journée je l'ai fait à tout moment. Ok. Et puis de temps en temps, je vais pas très très loin, mais quand j'arrive pas à m'endormir, tu vois, je fais des exercices de respiration, mais que je faisais aussi dans ma formation de comédien. J'ai eu une formation très classique, tu vois, cours Simon, comme ça, mais j'ai travaillé aussi au Centre américain, qui est une formation plus proche de l'acteur studio, où là, tu travailles pas du tout de texte ni de scène, où tu es plus à travailler sur ton instrument, qui est ton corps, parce que ce que j'ai trouvé toujours un peu ridicule dans les formations d'acteurs, c'est qu'on te donne un texte, on te dit, allez, vas-y, joue. Oui. C'est comme si on filait... toi, t'adhères plus à l'acteur studio, du coup. C'est comme si je te file un violon et je te dis, vas-y, joue. Mais je connais pas, c'est quoi ce truc-là ? Moi, mon corps, je le connais pas avant de pouvoir jouer quelque chose. Et eux, on te fait travailler justement sur la relaxation, donc relaxation proche de la méditation, ensuite sur l'impro, sur tout ça, tu vois. Et il y a plein d'exercices, et justement des exercices de relaxation quand tu retrouves en méditation, c'est-à-dire en méditation tu suis ton souffle, tu as tout le parcours de ta respiration, tu vois, et tu le sens passer jusque dans ton ventre, et ça va même plus loin, tu vois, dans tout ton corps. Et en relaxation, c'était pareil, quoi. C'est pareil. C'est-à-dire tu visualises tout du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes orteils, jusqu'à tous les petits bouts de ton corps, et tu les visualises, tu les envisages, quoi, comme ça, et ça, c'est génial. Ça, j'adore. Et ça me manque, ça. C'est vrai qu'il faudrait que je me remette à ça. D'accord. Je pourrais t'en conseiller 2-3 si tu veux. Toi, t'es plus dans ce genre de cas sur des voix masculines ou féminines, ou tu t'en fous? Je crois que je m'en fous. Je te dis, moi, quand même, tu vois, adhérer. Enfin, pas adhérer, mais il faut que la voix te mette bien quand même. Bien sûr, mais ça dépend, parce que tu vois, quand je faisais ces exercices-là, de relaxation, le prof, c'était un homme. Christophe André, c'est un homme. C'est la voix. J'ai tenté le yoga. Mais le yoga, c'était un peu trop physique, là. Ouais, c'est dur, en vrai. C'était un yoga un peu truc, mais puis c'était une femme. Et sur tous les trucs plus doux, plus soft, voilà. Mais moi, je reste quand même sur la voix de Christophe André. Bruno. Oui. Nous n'avons pas du tout discuté. Absolument pas. Depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu de coupure. Pas du tout. J'avais une autre question. Est-ce que tu dors bien la nuit? Eh bien non. Ah, alors justement, j'ai une solution. Non, en ce moment, je dors pas très bien. Enfin, c'est très bizarre. Mais j'ai tendance à me réveiller vers 4-5 heures du mat, et puis avoir l'impression de pas me rendormir, ou des fois, justement, quand je fais certains rêves, je me dis, si, tu as dû te rendormir un petit peu, et puis je passe pas non plus la journée qui suit complètement épuisé, en me disant, t'as dormi que 2 heures, donc il y a un peu de repos, mais... Et ça me fait penser que oui, dernièrement, j'ai fait un rêve lucide, et ça m'arrive, je dirais pas régulièrement, mais celui-là était très, très, très rigolo, parce que je me retrouvais dans une situation qui n'a aucun intérêt, mais où d'un seul coup, je me suis dit, mais là, tu es en train de rêver. Et je me suis dit, puisque tu es en train de rêver, tout est possible. Et j'étais face à un mur, et je me suis dit, ce mur, je vais passer à travers. Et je suis passé à travers comme si ce mur n'était fait que de papier peint. Et donc je suis passé à travers le papier peint. Et puis après je me suis dit, c'est cool, je vais voler. Et puis j'ai volé, puis il y avait d'autres gens autour de moi, mais
des gens, je crois que je connaissais, mais je ne sais plus. Et puis ils volaient aussi avec moi, et ça, c'est génial. Et voilà, celui-là, je crois que c'est une des premières fois où je maîtrise le rêve. Sinon, des rêves lucides où je vois les gens comme je te vois, là, où tu as l'impression vraiment de le vivre, et où quand tu te réveilles, mais tu peux le raconter, ton rêve, dans tous les détails, quoi, tu vois. Oui, t'es spectateur, mais tu peux pas le contrôler. Voilà. Mais celui-là, tu vois, je le contrôlais. Et c'était assez rigolo. C'est la première fois, du coup. Je crois que c'est une des premières fois. Mais qu'est-ce que j'étais bien. C'était hyper serein. Et quand je me suis réveillé, mais j'ai tout fait pour me rendormir, essayer d'y retourner. Et bon, malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais vraiment, c'est un excellent souvenir. C'était très, très agréable. Bah, effectivement, il y a plusieurs degrés en fait de rêve lucide. Donc il y a celui où juste tu prends conscience que tu rêves, mais tu peux rien faire, tu continues d'être spectateur. C'est comme tu disais, un peu comme là, où c'est une situation assez réaliste. Et après, il y a différents stades où tu peux prendre le contrôle, mais où tu as l'impression de prendre le contrôle et c'est pas vraiment toi, tu vois. C'est-à-dire que tu sais par exemple que le mur va être juste un mur dans un rêve et que tu peux le traverser. Et il y a vraiment le degré optimal où c'est vraiment toi consciemment qui va choisir tous les actes que tu vas faire dans ce rêve. Donc tu étais soit dans le deuxième, soit dans le troisième niveau. Et en fait, dans les rêves lucides, il y a plein de méthodes différentes pour arriver à en faire. Toi, tu l'as fait accidentellement, on sait pas trop. Est-ce que tu te souviens s'il y avait un élément qui t'a donné l'indice, qui t'a fait dire « Ah, je suis dans un rêve ». Parce que souvent, ça vient. Je sais pas parce que le truc, c'est que je crois que j'allais chercher mes enfants et je me retrouvais dans une espèce de maison, d'appartement, de lieu que je ne connaissais pas. Un lieu étrange, d'ailleurs, qui n'était fait que de chambres, mais genre juste un lit ou j'allais dire une paillasse, non, mais tu vois, il n'y a même pas de décor. Tu vois, pas de je sais pas, d'étagère, de chaise, non, juste une espèce de lit comme ça. Et mais donc, c'est parce que c'était bizarre que tu t'es dit tiens. Je sais pas. Et donc il y a eu ça, et puis d'un seul coup, je dis mais c'est bizarre ce truc. Mais je dois être en train de rêver. Je crois que c'est venu comme ça. Enfin, tu vois, je te parle de ça en plus, ça fait un petit moment, mais les souvenirs que j'en ai, c'est ça, quoi. C'était pendant le confinement ou pas ? Parce que pendant le confinement, je crois que dans tout mon entourage, tout le monde a fait des rèves un peu bizarres. Je crois que c'est surtout à partir de ce moment-là que j'ai commencé à très mal dormir. Parce que comme j'avais plus de règles ou de rigueur, tu vois, à se lever pour aller bosser. Alors, au début, ça va, c'est rigolo, parce que dans mon métier, on ne travaille pas non plus tous les jours. Donc il y a des matins où je m'autorise à traîner, tu vois. Mais là, c'était tous les jours, quoi. Et au bout d'un moment, donc tu te couches plus tard que d'habitude. Tu te décales complètement. T'es complètement décalé. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à très très mal dormir. Donc là maintenant, il faudrait que. Et du coup, ce rêve lucide, c'était après. Je me souviens plus. Non, je crois que c'était après. Je crois qu'il n'y a pas très très longtemps, puisque j'en parlais dernièrement à ma fille. Donc voilà, on se voyait pas pendant le confinement. Non, je crois que c'est après. Peut-être que le confinement a permis une espèce de remise en question sur la réalité. T'as raison, il faudrait peut-être que je m'interroge un petit peu plus là-dessus. J'ai laissé les choses se faire, mais je vais peut-être plus m'y intéresser. Par contre, j'ai l'impression qu'on parlait de bruit, de son, que dans les rêves, il n'y en a pas. Ça dépend de... On peut en parler pendant des heures, mais ça dépend de chacun. Ouais, mais là, il n'y en avait pas, par exemple. Ok. Si les rêves lucides, ça t'intéresse de les faire, d'explorer cet univers et tout, il y a un site internet c'était à la fois un guide qui répertoriait toutes les méthodes que les gens ont appris et une partie forum où les gens discutaient de leur expérience. Le forum a fermé et moi j'y allais dessus en 2010, peut-être, ça fait 10 ans. Ouais. C'était la même époque. Quand on s'est connus. Et donc sur ce site qui s'appelle LD4 All, c'est Lucid Dream for All, tu peux trouver toutes les méthodes pour arriver à faire des rêves lucides. Donc je t'en ai raconté une tout à l'heure avec les mains, où tu remets en question ta réalité. Ça tu le fais en étant éveillé plusieurs fois par jour. Donc tu vérifies que
tes mains sont normales, qu'il y a bien 10 doigts en tout, que ton doigt ne traverse pas la paume de ta main, etc. Et à force de refaire ces tests dans la vraie vie, tu vas finir par le faire dans les rêves. C'est rigolo. Et mais l'intérêt, c'est que ça soit agréable aussi, tu vois, parce que là, vraiment, mais ça peut servir. Ce dernier rêve là dont je te parle, c'était super agréable. C'est pour ça que j'avais envie d'y retourner. Il y avait un truc, c'était trop fun, quoi. Tu te dis, je traverse le mur, je peux voler, et puis avoir envie, tu vois, parce que la dernière chose, c'est voler, voir d'autres gens à côté de moi. Enfin, on volait, c'était plus de la lévitation, tu vois. J'étais pas Superman non plus, mais. Et je me suis réveillé. Et là, je me dis, non, j'ai envie encore puis de faire d'autres trucs, quoi. Il peut encore y avoir des choses merveilleuses. Ce qui peut être bien aussi, c'est quand tu fais un rêve un peu pas terrible et que là, tu te rends compte que c'est un rêve. Au moins, tu peux le changer et le transformer en rêve plutôt agréable, etc. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc là, je t'ai raconté comment devenir lucide. Ensuite, il y a une étape qui est rester lucide. Parce que soit on va tout de suite se réveiller super rapidement, parce qu'il y en a qui sont pas habitués. Je connais plein de gens qui me disent qu'ils font plein de rêves lucides, donc je suis un peu jaloux. Et ils me disent, mais dès que j'en fais un, je me réveille. Quel gâchis. Il faut en profiter, mais bref. Donc on peut... La méthode pour rester longtemps lucide, en fait, c'est les lois de la vraie vie n'existent plus. Et il faut trouver des petits trucs qui peuvent paraître complètement débiles dans la vraie vie et qui marchent, parce que je l'ai testé en l'occurrence, tu verras tout ça sur le site si un jour tu y vas. C'est par exemple quand tu sens que tu te refais happer par le vrai rêve et que tu perds un peu de lucidité, tu te reconcentres et tu dis lucidité fois 1000, tu vois. Mais comme tu le penses vraiment, ton subconscient va l'accepter et tu vas redevenir lucide, tu vas reprendre possession de tout ton corps et tu vas pouvoir repartir à l'aventure, quoi. Donc voilà, après souvent les rêves lucides ça peut durer 5-10 minutes grand max et on a l'impression que ça dure des heures. Oui, c'est ça, parce qu'un rêve ça dure très peu de temps. D'ailleurs, quand je te disais, moi je faisais des pauses je mettais un réveil et je le snooze, donc toutes les 8-9 minutes il me réveille. Mais moi les rêves que je fais au milieu, sachant que je me rendors pas tout de suite, je mets 2 minutes à m'endormir, donc il me reste 6-7 minutes de rêve. J'ai l'impression que ça dure 1 heure à chaque fois. Donc je me fais une saison entière. Un petit binge-watching de rêve. Et voilà. Il y avait un autre truc, tu me disais que t'avais pas de son ou de bruit. Sur ce rêve, j'ai pas souvenir de son. Et il y a pas longtemps, j'ai remarqué un truc. J'étais sur Reddit, un site un peu de forum. C'est un mec, il s'est rendu compte que avec le nombre d'heures qu'on passe à utiliser nos smartphones, on ne rêve pas la nuit qu'on est sur notre smartphone. Et quand il a dit ça, je me suis dit waouh, c'est assez ouf quand même, parce qu'on peut y passer des heures et pourtant on fait complètement autre chose, quoi. Et c'est à travers le smartphone qu'on voit des images du reste du monde, tu vois. Mais moi si, j'ai fait des rêves où je rêvais de mon téléphone. Ok, c'est dépend peut-être, tu vois, des générations. À chaque fois, d'ailleurs, je le pète. Non mais je te jure, à chaque fois dans le rêve, je me retrouve... T'as peut-être peur de le casser en fait. Il y a eu une fois, je me souviens dernièrement, c'est... là je l'ai pété, putain, j'en ai acheté un... mais même en tombant, je sais pas, sur du coton, il arrive à se péter. Tu sais, c'est un vrai verre maintenant, tu vois, sur les trucs. Oui, même derrière. Et c'est encore plus fragile que les anciens. Et où là, il était... mais je sais plus, j'arrive plus, j'ai une sensation, il ressemblait plus à rien, il était tellement explosé, mais explosé comme dans un rêve, tu vois, il était... Et donc, si, moi je casse souvent mon rêve, ton smartphone dans smartphone dans mes rêves, Ok, merci beaucoup Bruno. Merci Maxence. Tu es mon premier invité donc, dans ce format. J'en suis ravi et très fier. Super, bonne soirée à tous et bonne nuit à ceux qui... bonne soirée à tout le monde et puis au revoir.